Bonjour cher Jean-Paul, Bonjour. nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui à l'occasion du centenaire Brassens en 2021. Alors Jean-Paul, tu es éditeur au Cherche Midi, Entre autres, oui. entre autres, où tu as publié tes propres livres et d'autres comme ceux de Loïc Rochard ou Jacques Vassal. Les plus connus pour je dirais pour le public Brassens de base, c'est quand même ce qu'on peut appeler la Bible, où tu as rassemblé en 1600 pages tous les écrits de Brassens avec une minutie extraordinaire. Ça a dû être un très très gros travail. Et tout le monde le salue, ce travail, parce que c'est ce qu'on appelle une Bible. Alors, dans les années 70, en 76, tu souhaitais écrire un livre sur René Fallet, qui est originaire comme toi de la région de Moulins, que tu connaissais bien, un écrivain, et qui était un ami de Brassens. Et pour écrire ce bouquin, René Fallet, qui avait été un des plébisciteurs entre guillemets de Brassens en 1953, suite à son passage chez Patachou et à l'article que Fallet avait écrit dans Le Canard enchaîné. Donc Fallet t'a introduit chez Brassens en 1976. Donc ma première question, puisque tu fais partie maintenant des rarissimes qui ont vraiment connu Brassens, puisque tu ne l'as pas vu qu'une fois en 76, tu l'as vu plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre avec Brassens, le duo René Fallet-Brassens, toi au milieu, tu prenais des notes, tu lui as parlé, tu en retires quoi? En quelques mots, si tu veux bien. J'ai été un peu amené de force par René Fallet chez Brassens qui a organisé ce rendez-vous. J'ai appris un jour que j'allais déjeuner avec René Fallet chez Georges Brassens parce que comme je préparais un livre sur René Fallet souhaitait absolument que Brassens témoigne dans ce livre autour du thème de l'amitié, à travers leur cas personnel, leur amitié. Donc, je me suis retrouvé à déjeuner un jour rue Santos-Dumont, chez Brassens, où Fallet m'avait imposé. Je veux dire, Brassens, je ne sais pas s'il a eu le choix, je ne sais pas quelles étaient leurs relations sur ce genre de rencontre, mais Brassens a apparemment accepté que je vienne à déjeuner, où théoriquement je n'avais rien à faire. Parce qu'en fait j'ai assisté à leur duo, à leur numéro, à la façon dont ils jouaient beaucoup. Il y avait un côté très très ludique chez Brassens, et Fallet adorait ça, était très fier de faire du ping-pong avec René Fallet. Donc j'ai assisté à ça en déjeunant. Moi je me suis tu. Et comme Fallet avait expliqué au début que j'étais son biographe, le livre que je faisais n'était pas une biographie, mais enfin que j'étais son biographe, en fait, à la fin, Brassens ne m'avait absolument rien dit concernant le livre. Il m'avait de temps en temps adressé la parole, ce qui est normal, c'était gentil, mais moi j'avais pas grand-chose à lui dire, je les regardais, c'est tout. Et comme je redescendais les escaliers, quand j'étais en bas des escaliers, Brassens était encore en haut, René Fallet était déjà sorti sur le trottoir, rue Santos-Dumont, et à ce moment-là, Brassens m'a dit c'est d'accord, hein, tu appelles Gibraltar. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentré en relation avec Brassens en déjeunant, c'était très agréable, mais bon, j'ai pas eu au cours de cette première rencontre, j'ai pas eu d'échange très personnel avec Brassens, donc j'étais curieux, j'étais assez touché d'être là, parce que pour moi c'était un artiste important. Mais voilà, la première rencontre était assez banale, assez plate, quoi. Alors merci, eh bien, écoute, c'est déjà je reconnais ton caractère de grande modestie, parce que tu as sans doute beaucoup peut-être eu des émotions ou encore des souvenirs que tu gardes pour toi avec Brassens. Mais ma deuxième question, si je peux appeler ça comme ça, c'est quand tu as fait ta Bible sur Brassens, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans les documents que tu as manipulés, que tu as découverts, que tu as redécouverts, peut-être en as-tu parlé avec des gens? Est-ce que
toute cette production, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais la production de Brassens, comment tu l'as pris comme un travail historique, comme un travail plus personnel sur Brassens, comme un legs à toute la communauté Brassens. Comment tu as envisagé ce travail? Ou simplement, c'est un travail très méthodique, très sérieux, je connais ton sérieux, donc tu n'as pas pu te tromper et qu'il n'y a pas une virgule qui t'a échappé. En préparant les offres complètes, j'avais un objectif, c'était à travers tous ces écrits, essayer de faire connaître toutes les facettes de la personnalité de Brassens, qui était un homme tellement discret qu'on ne connaissait en fait pratiquement que ses chansons. Brassens avait par exemple édité 2 romans. Le premier avait totalement disparu de la circulation. Le second a été réimprimé de temps en temps. Mais personne ne faisait attention au roman de Brassens. Brassens avait publié en 1942, grâce à Jeanne et à des amis, sous forme de souscription, un recueil de poèmes à 50 exemplaires. Mais avant ce recueil-là, il en avait écrit d'autres. Et le problème qui se posait, c'était que, comme par exemple, ce roman avait été édité par ses soins à 50 exemplaires avec une fausse couverture NRF Gallimard sur les machines du journal Le Libertaire, c'était introuvable. Le recueil de poèmes à l'avant-vol, il était introuvable. Ça devenait un concours de riches qui essayaient de se procurer très cher un des exemplaires quand il était remis en circulation. Donc moi, mon objectif, c'était de mettre à la disposition de tout le monde, de rendre accessible à tout le monde tout ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire toutes ses formes d'écriture. Et du coup, de découvrir que Brassens, c'était quand même plus compliqué que 10 chansons que tout le monde connaissait par cœur, qu'il y avait tout un parcours avant. Il y avait quelqu'un qui était un poète et quelqu'un qui, à un moment, s'était mis à écrire des chansons, mais personne ne s'était demandé pourquoi. Et pourquoi, alors qu'il en écrivait depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis ses 17-18 ans, il avait fallu attendre qu'il ait plus de 30 ans pour qu'on l'écoute, pour qu'il les chante lui-même, pourquoi il ne les avait pas chantés lui-même. C'est-à-dire, en fait, en réunissant tous les écrits et en les présentant, on expliquait peu à peu tout le parcours de Brassens, qui était quelqu'un qui rêvait au départ d'être écrivain, qui avait des caractéristiques très particulières, parce que Brassens était un autodidacte. Brassens n'avait pas fait d'études, il s'était arrêté au collège. Mais en même temps, au collège, son prof, Bonafé, lui avait fait découvrir la poésie, et ça avait été une ouverture fantastique. Et quand il s'était retrouvé à Paris, à partir de 1939, jusqu'en 1952, où Patachou l'a obligé un soir à monter sur scène, elle lui a dit qu'elle allait chanter des chansons de lui, mais que lui, il fallait qu'il chante aussi ses chansons, c'était la condition. Il s'est passé quand même un paquet d'années où il a passé son temps dans les bibliothèques, notamment dans la bibliothèque du 14e. Donc c'est quelqu'un qui a fait des universités personnelles, seul, dans son coin, et qui a été confronté à 2 choses. La première, c'est de savoir s'il allait devenir écrivain, et la deuxième, si, en tant qu'écrivain, il était un poète. C'est quelque chose sur lequel il évitait toujours de parler, où il s'en tirait par des pirouettes. Il disait « Oh, est-ce que je suis un poète? C'est pas à moi de le dire. Non, non, je suis pas vraiment un poète. » Enfin, bon, il tournait autour du pot, mais il n'empêche que les premiers écrits qu'il ait publiés, bien avant de pouvoir soit faire interpréter, soit chanter lui-même ses chansons, il n'empêche que Brassens, c'est quelqu'un qui s'est consacré d'abord à la poésie. Donc ça, il fallait quand même que ce soit dit, puisque c'est la première pierre du mur, c'est le début du chemin qui a mené à cet homme qui écrit ces chansons si extraordinaires et si particulières. Donc le but des œuvres complètes, c'était de rendre tout accessible et en le rendant accessible, de faire comprendre le chemin qui était le sien et qui ne pouvait pas être raconté en décidant que c'est simplement le jour où Patachou lui a dit « moi je chante 2 chansons ».
dans les jours qui viennent, et vous allez chanter les autres. Il y avait quelque chose de plus riche, de plus compliqué, qui fait qu'il a écrit des recueils de poèmes, qu'il a écrit des romans, qu'il a écrit une pièce que moi j'appelle poétique parce qu'elle est dingo. C'est à la fois, ça pourrait être une pièce d'Euripide ou de Sophocle, un classique grec, mais avec autant de personnages, un coryphée, mais en même temps sur le ton du Burois. Donc c'est quand même assez particulier. C'est un type qui écrit ses chansons avec comme référence personnelle de l'écriture La Fontaine, alors qu'en même temps, avant, dans ses romans, dans un certain nombre de ses poèmes, c'est plutôt quelqu'un qui est marqué par le surréalisme, qui écrit là aussi des choses dingos. C'est-à-dire que dans ses romans, il y a un escalier qui monte, et puis on ne sait pas où il va. Puis, bon, donc des choses inimaginables, et qui expliquent pourquoi ces chansons ensuite sont tellement riches. C'est parce que pendant des années et des années, il a agité autour de l'écriture, en absorbant l'écriture des autres, celle des poètes, et son travail à lui, à écrire des choses qu'il essayait, il s'est enrichi considérablement, par ses lectures et par son écriture. Les chansons ne sont pas tombées comme ça du ciel par hasard un beau jour. Il y a tout un chemin. C'est pour ça que le mot œuvre complète, même si ces travaux-là, ces premiers écrits sont peut-être de moindre qualité que ces chansons, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le chemin et la formation d'un véritable écrivain. Oui, il a été quand même reconnu assez tôt comme poète, parce qu'il a été publié chez Segers dans les années 50 et quelques, non 60, 50. Oui, mais 60. Oui. Mais il a commencé à écrire des poèmes à 17 ans. Oui, d'accord, mais bon. C'est pas une reconnaissance immédiate, c'est pas Rimbaud. Enfin, quand même, Segers, c'était quand même quelque chose d'être publié chez Segers à cette époque-là. Oui, mais là, c'est pareil, c'est une boucle qui se bouclait. Parce que celui qui écrit la monographie chez Segers en publiant en annexe de sa monographie dans la collection de poètes d'aujourd'hui, celui qui a écrit ce livre, qui a fait rentrer Brassens dans cette collection, aux côtés des poètes que Brassens aimait, Francis Jammes, François Villon, etc., c'était son prof qui lui avait fait découvrir au Collège de Sète la poésie. Donc je veux dire, ça montre bien qu'il y a un chemin et une continuité. Mais ça a été très long, ce que les gens ne peuvent pas imaginer. Parce que 17-18 ans, ses premières chansons, en même temps que ses premiers poèmes, c'est quand même très jeune. Et Brassens, l'année où tout va bien pour lui, c'est l'année 1953. Et par rapport à ses 17 ans, c'est quand même assez loin. Et ensuite, la reconnaissance, c'est juste des gens qui ont entériné son impact. Mais lui, pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que Brassens a mangé de la vache enragée, a crevé de faim chez Jeanne et chez Marcel, impasse Florimond, pendant toutes les années de l'occupation. Il faut lire, et ça, c'est quelque chose qui est très important dans les œuvres complètes qui est publié. Il faut lire sa correspondance avec Toussenot, son ami, qu'il a rencontré parce qu'ils étaient collaborateurs chacun à leur façon du Libertaire, le peu de temps où Brassens a travaillé au Libertaire, mais leur correspondance a duré de 1946 à 1950. Et là, au jour le jour, on voit comment Brassens souffre, comment Brassens meurt de faim. Il écrit, c'est pas pour faire du misérabilisme, mais son chemin, il l'a payé très cher. Donc, les lettres à Toussenot qui sont vers la fin du volume, elles éclairent tout ce qu'on a découvert dans les œuvres complètes, c'est-à-dire le prix que Brassens a payé pour arriver au bout de ce chemin qui d'un seul coup devient très éclairé, très lumineux. Il écrit à Toussenot et il lui dit dans ta prochaine lettre, envoie-moi un timbre pour que je puisse te répondre. Il en est là. À un moment donné, je crois que c'est en 1947 seulement, il renonce à être écrivain. On lit là, il renonce à la notion d'homme de lettres. Il voulait être un homme de lettres, et notamment un poète. Il y renonce parce qu'il voit, il réalise que ce qu'il produit est moins bon que ce qu'écrivent les écrivains, les auteurs qu'il admire. Et c'est là qu'il décide, qu'il prend le pari qu'il pourra
peut-être vivre de la chanson. Mais quand il dit de la chanson, à ce moment-là, il n'imagine qu'une seule chose, écrire des chansons pour les faire interpréter par d'autres. Alors justement, aujourd'hui, toi, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la chanson française à travers l'association Initiative Chanson, que vous faites un travail extraordinaire pour la promotion des jeunes artistes interprètes. Les jeunes artistes aujourd'hui, quand ils chantent du Brassens, est-ce que tu as le sentiment qu'ils chantent du Brassens beaucoup à leur façon? Il y en a qui ils chantent pas comme Brassens. Il y a du Brassens en rap, il y a du Brassens à la mode Carla Bruni, à la mode, je sais pas, Thomas Dutronc. Chacun son interprétation de Brassens. C'est pas des pâles imitations. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont cherché à connaître Brassens parce qu'ils sortent tous un peu des banalités, gentils, Brassens poète, Brassens, etc. Et je me suis toujours demandé s'ils avaient vraiment, à part peut-être sur la partie musicale, mais sur le personnage Brassens, est-ce que tu as le sentiment que toute cette jeune génération Brassens, parce qu'il y en a énormément en France et à l'étranger, tous les styles, garçons-filles, est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont touchés par Brassens autrement que par peut-être l'aspect mélodique ou l'aspect transformation des chansons de Brassens à leur façon, selon leur style, un peu en jazz manouche, un peu à l'accordéon, un peu à la contrebasse, comme Pauline Dupuis, etc. Ben, j'ai le sentiment que la transmission de Brassens dans la génération récente d'artistes, chez les artistes actuels, elle se fait effectivement beaucoup par la musique. Parce que quand il m'arrive de discuter avec ces jeunes artistes-là, ils ne connaissent pas vraiment leurs ascendants, les origines de la chanson française, alors que les générations précédentes, on peut citer Renaud, Lavilliers, Catherine Ringer, Rita Mitsuko. Ces gens-là savent très bien ce qu'ils doivent à Brassens, à Ferré, à Brel, etc. Les jeunes, ils ont fait... on a l'impression qu'ils ignorent complètement cette histoire. Ils ignorent de qui Brassens lui-même était l'héritier, de qui il se réclamait. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas beaucoup l'histoire de la chanson française. On ne leur a manifestement pas transmis. Et tout le travail qu'a pu faire Le Forestier par rapport à la transmission de Brassens, j'ai l'impression effectivement que ce qu'il leur en reste, c'est plus la musique que le texte. Je ne sais pas s'ils se sont posé beaucoup de questions sur le texte. Mais c'est aussi la force de Brassens, c'est que sa musique est tellement magnifique, complexe, ses mélodies sont tellement belles, que c'est ce qui marque déjà des gens qui ne savent pas grand-chose de Brassens, c'est vrai apparemment. Brassens, ça leur semble assez lointain, quoi. C'est pas, ça les concerne pas. Ils connaissent les jeunes artistes complètement le répertoire d'Higelin, celui de Renaud, parfois celui de Souchon, les Rita Mitsuko, mais le répertoire de Brassens, les textes de Brassens, non, je pense pas que ça. Ils n'ont pas d'héritage. Ils ont la musique en héritage. Ils reconnaissent que c'est de qualité, mais ils sont encore en train de le découvrir. C'est au fur et à mesure qu'ils avancent ou qu'ils l'interprètent, ils le découvrent. Mais ils le connaissent très peu. Bon, alors, je pense que tu seras d'accord avec nous. Cette année du centenaire va peut-être permettre d'avoir ces ouvertures-là sur une meilleure connaissance du personnage Brassens, qui, entre guillemets, vaut quand même le coup d'être connu. Et on ne te remerciera jamais assez de nous avoir permis, à travers ton travail je dirais de moine pratiquement, pour avoir récolté tout ce que tu as récolté, pour l'avoir mis en forme comme tu l'as mis en forme. Et peut-être qu'un jour tu nous sortiras quelque chose d'autre. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait sur Brassens, tous les interviews que tu donnes qui sont particulièrement fouillés, précis. Et c'était un plaisir pour nous, en ce centenaire, que de te recevoir, cher Jean-Paul. Merci à toi.